Et je fais un premier choc avec un certain angle. Je suis dans le référentiel du laboratoire, hein, fixe par rapport à la source. Okay, donc, un certain angle psi et une énergie qui est devenue E inférieure à E0 et sa valeur est donnée par la loi E sur E0 qu'on a déterminée. D'accord? Donc ça, on sait faire. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'enchaîner un deuxième choc. Voilà. Donc, premier choc. Donc, choc numéro 1. Choc numéro 2. E1 ici est inférieur à E0. À l'issue du deuxième choc avec un angle psi2 par rapport à la direction initiale, j'ai une énergie E2 qui est inférieure à E1, elle-même inférieure à E0, etc., etc. OK? Donc, de traiter ce cas-là, mais avec une approche moyenne. Et l'approche moyenne, c'est la suivante, c'est que je ne cherche pas à, d'une certaine manière, faire du Monte-Carlo, c'est-à-dire qu'à chaque fois, compte tenu des valeurs de section efficace, je tire au hasard, parce que ma loi est isotrope, donc je n'ai juste qu'à tirer au hasard entre alpha E0 et E0 une énergie E1, et puis ça détermine mon angle. Et vous voyez, je peux générer comme ça, de façon aléatoire, des trajectoires, des histoires de neutrons, en respectant la densité de probabilité. Fait pratique pour ma simulation, c'est que c'est plat, donc je n'ai pas trop à me creuser la tête. Pour le tirage aléatoire, c'est facile, c'est isotrope, c'est uniforme dans mon intervalle, et je me contente de l'énergie qui sort. OK? Non, c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas tirer des histoires particulières. Je veux obtenir la moyenne. Et le nombre moyen en particulier que je cherche là dans mon problème pour essayer de passer à l'étape supérieure qui est le traitement de plusieurs chocs successifs, c'est la valeur de ce petit n là. Alors ici, je reste sur mon histoire particulière et au bout d'un moment, à l'issue de mon histoire particulière, je vais arriver à une énergie E petit n. Donc là, je fais des petits points, hein, je suppose qu'il se passe beaucoup de choses entre celui-là et celui-là. Et à l'issue du nème choc, donc on est bien d'accord que E1, c'est l'énergie après le premier choc, E2, c'est l'énergie après le deuxième choc, E2, c'est l'énergie après le deuxième choc, et En, c'est l'énergie après le nème choc. Et imaginez que j'attende suffisamment, et j'appelle ce dernier choc le nème, pour que En soit égal à 1 électron-volt. Pourquoi je ne peux pas descendre plus bas? Parce que plus bas, mes hypothèses seront mises à mal. Je ne pourrais pas dire que les noyaux grand A sont immobiles ou libres sous cette énergie. Ça devient même faux en dessous de quelques électron-volts. Donc, ici, je fixe un ordre de grandeur. Voilà. Donc ici, j'ai une histoire particulière. Une histoire particulière, ce n'est pas une moyenne. Et pour cette histoire particulière, que je vais appeler l'histoire petit h, j'ai petit n indice h, qui est le nombre de chocs de h pour passer de l'énergie initiale qui était 2 MeV, mettons, à 1 électron-volt. C'est une valeur particulière. Vous voyez, si je fais une histoire petit f, petit g, d'autres histoires, je vais sans doute faire des nombres petits nf, ng, etc., qui sont plus petits, plus grands. Enfin, ça va fluctuer. Toutes les histoires ne vont pas avoir besoin de faire le même nombre de chocs pour arriver à 1 électron-volt. Parce qu'ils ne tireront pas au sort les mêmes directions, donc les mêmes efficacités, donc les mêmes énergies de sortie. Et en enchaînant ça, c'est normal qu'on ait une certaine fluctuation sur la valeur du nombre de chocs nécessaires pour passer de MeV à 1 électron-volt. OK? Alors, première solution pour résoudre le problème, ça serait intéressant de le faire, parce que pas très compliqué, c'est de faire un calcul Monte-Carlo, une simulation Monte-Carlo, parce qu'on se dit, ouais, les calculs de moyenne, ça me paraît un petit peu... Bon, c'est peut-être un peu délicat. Ça l'est, et on va voir pourquoi. Et donc, le principe d'une résolution Monte-Carlo de ce problème, ça serait, comme je vous l'ai dit, de dire, je vais faire un grand nombre d'histoires. Pour chaque histoire, à chaque choc, je tire aléatoirement l'énergie de sortie, parce que je sais que c'est plat entre
E0 et alpha E0, entre E1 et alpha E1, entre E2 et alpha E2, d'accord? Et donc, j'ai comme ça, je construis un grand nombre d'histoires indépendantes qui me donnent pour chacune d'entre elles une estimation, une réalisation du nombre de chocs nécessaires pour aller de 2 MeV à 1 électronvolt. Évidemment, dans la simulation, je surveille l'énergie de sortie à chaque fois, et dès qu'il passe sous l'électronvolt, je dis top, et je regarde combien de chocs j'ai fait. NH, temps. N, il faut que je fasse l'alphabet, l'ordre numérique. NI, NJ, NK, NL, temps, temps. Et après, je fais la moyenne de ces milliers de trajectoires, et je pense que j'ai une bonne estimation. D'accord? Où est-ce que je peux écrire là? Je note. C'est pas... Ça serait pas mal à faire ça. Ah, bon, j'écris sur une copie de TP, tant pis. Hein. Donc, Monte Carlo pour... Voilà. Ça serait une première façon. Seulement, je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est pas possible comme ça à la main sur du papier. Donc, on va se débrouiller autrement et on va résoudre, on va raisonner directement sur une histoire moyenne et essayer directement. Donc, voilà le but du jeu ici dans notre approche qui, pour le coup, n'est pas numérique mais analytique, de directement trouver une estimation de ce nombre moyen de chocs, sous-entendu nécessaire pour passer de 2 MeV, j'ai choisi ça parce que c'est l'énergie typique de neutrons de fission d'une source, à 1 électronvolt, parce que en deçà, je ne peux pas, j'ai pas le droit, mes approximations sont plus valables. Okay, donc voilà le but du jeu. On va définir une fonction, d'abord construite sur le rapport de deux énergies. Ici, c'est l'énergie initiale ou l'énergie de référence. C'est la plus grande, typiquement 2 MeV. Et là, c'est l'énergie en cours. Hein, en cours de ralentissement, ça va être E1, E2, E3, jusqu'à En. Okay, et donc, on a bien un rapport d'énergie qui est sans dimension, et on va prendre le log de ça. Le log n'est pas rien. Et cette fonction, ça, c'est sans dimension, la fonction complète non plus. On va l'appeler, on va la noter petit u, associée à une énergie E. Donc, vous voyez que c'est une variable complètement équivalente à l'énergie, mais qui ne varie pas tout à fait de la même façon. Alors, avant de la baptiser, je vais simplement essayer de représenter comment elle varie en fonction du nombre de chocs là qu'on est en train de traiter. Au moment, donc, et puis je vais le faire juste en dessous pour m'aider à mieux comprendre, pour l'énergie. Lorsqu'il n'y a pas encore eu de choc, donc pour le choc numéro 0, vous êtes d'accord que je pars de l'énergie E0. Et je reste à E0 tant que je n'ai pas de choc. Ah, première réaction, c'est une diffusion élastique. Le premier choc est validé, d'accord, et me fait descendre à une énergie E1, par exemple celle-là, compris entre E0 et alpha E0, donc compris entre E0 et 0 dans notre cas pour l'hydrogène. Et puis, je continue comme ça, je me balade à énergie constante, et deuxième choc, boum, je descends à E2, tiens, ce choc a été plus efficace cette fois-ci, etc., etc. En termes de léthargie, avant le premier choc, quelle est... Pardon, cette grandeur, on va l'appeler la léthargie. J'ai vendu la mèche trop tôt. Donc là, c'était en termes d'énergie, toujours en fonction du nombre de chocs. Voilà comment varie l'énergie, évidemment, elle diminue. Au passage, au bout d'un moment, elle va se stabiliser à une énergie d'agitation thermique et rester scotché dessus, puisqu'il n'est pas possible de descendre en dessous. Alors, cette nouvelle variable, je l'appelle léthargie, parce que, regardez, c'est complètement équivalent à l'énergie, mais ça varie en sens exactement contraire. Tant qu'il n'y a pas eu de choc, donc choc numéro 0, ma léthargie, elle vaut 0. J'ai une faible léthargie, c'est normal. Je démarre à E0, 2 MeV, je suis plein d'énergie, léthargie nulle. Okay, et je reste à léthargie nulle jusqu'au moment du premier choc. Le premier choc me fait passer de E0 à E1. Autrement dit, ma nouvelle valeur de léthargie U1, ici, c'est log de E0 sur E1. Elle est positive, d'accord? Et elle reste à cette valeur U1 jusqu'au deuxième choc. Deuxième choc, je passe à la valeur U2 qui est supérieure, etc., etc. Et je vais continuer à monter comme ça en léthargie jusqu'à atteindre une valeur maximale
qui vaudra quoi? Ça sera la léthargie après le nème choc, ça sera le log de E0 sur En. Et je sais même quelle valeur numérique elle doit avoir dans mon problème, puisque je veux partir de 2 MeV et je veux arriver à 1 électronvolt. OK? Donc je sais que je cherche à arriver à une léthargie qui vaut log de 2 plus log de 10 puissance 6. D'accord? Je calcule le log de ce rapport, c'est 2 10 puissance 6. Donc log de 2, vous savez, ça fait à peu près, c'est le facteur que souvent vous oubliez de rajouter pour avoir la constante de désintégration à partir de la période et vice-versa. Ça fait à peu près 0,7 grosso modo. Et puis ici, je vais avoir 6 fois le, parce que ce n'est pas un log décimal malheureusement, 6 fois le log de 10, et le log de 10 à peu près 2,3. Donc voilà, vous voulez atteindre cette léthargie, 14 à peu près, 14,5. Voilà. Voilà la valeur de léthargie partant de 0, c'est-à-dire d'une énergie égale à 2 MeV, que vous voulez atteindre, équivalente à 1 électronvolt, c'est 14,5. 14,5 quoi? 14,5 rien, c'est une léthargie, ça n'a pas de dimension. C'est une grandeur adimensionnelle. D'accord? Bon, vous qui faites de la thermohydraulique, ça ne devrait pas vous choquer. C'est juste une façon d'exprimer sans dimension, mais surtout à l'aide d'un logarithme, la façon dont l'énergie varie. Et donc, quand l'énergie diminue, la léthargie augmente. C'est comme pour vous, hein, après 4 heures de cours, vous êtes très énergétique au début et vous êtes très léthargique à la fin. Ça s'appelle la fatigue. Moi aussi, en plus. Donc, cette variable, je pense qu'on a à peu près tous les ingrédients pour venir à bout du calcul de n bar. D'une part, elle fait intervenir, ça c'est pas pour nous déplaire, le rapport de deux énergies, parce qu'on sait que la loi qui nous donne la nouvelle énergie E après chaque choc est multiplicative. La nouvelle énergie est égale à l'ancienne fois une fonction alpha, θ, tout ça. Et en plus, on a le log qui va nous permettre de transformer notre produit en somme. Il faut juste repartir sur le calcul et voir si ça marche bien, cette définition, cette variable adimensionnelle définie de façon ad hoc. Donc, revenons à notre nombre de chocs, mais en prenant l'angle de la léthargie. Ce UN là que je viens de calculer sa valeur numérique qui est imposée, puisqu'on impose de passer de 2 MeV à 1 électronvolt. C'est bien le log de E0 sur En. J'ai calculé sa valeur imposée, ok. Et je peux aussi décomposer son expression en faisant apparaître mes rapports ici d'énergie. Donc c'est bien ça. Là, je me place dans le cas d'une histoire quelconque, par exemple l'histoire petit h. Okay, et ensuite, j'essaierai de calculer la moyenne. Donc dans ce cas particulier, que j'avais dessiné au tableau par exemple, je peux écrire que c'est bien une somme de log. Ah, la voilà ma somme, je vais pouvoir la moyenner. Donc EI-1 sur EI. D'accord? C'est cette somme de log. Et au passage, regardez, cette grandeur, c'est un peu lourd à écrire. Qu'est-ce que c'est? C'est log de E0 sur EI moins le log de E0 sur EI-1. Vous voyez, le fait qu'il y ait une énergie de référence, en fait, ça me permet d'écrire ce terme comme une différence de léthargie. C'est la léthargie UI moins la léthargie UI-1, c'est-à-dire la léthargie correspondant à une énergie juste après le IM choc, moins celle juste après le I-1e choc, le choc précédent. C'est ce que je vais noter, delta UI, la variation de léthargie juste après le IM choc. J'avais une certaine valeur qui était celle-là, et après le IM choc, ici le premier, boum, je passe à cette valeur-là. Et bien ça, c'est delta U1. Ça, c'est delta U2. C'est ce qu'on appelle le gain. Ben oui, c'est un gain, puisque c'est une grandeur qui augmente avec le ralentissement, contrairement à l'énergie. Le gain de léthargie du IM choc.
ou au IM choc. Ouais, c'est mieux. Le gain de léthargie au IM choc. Ce IM choc, voilà de combien il me fait augmenter la léthargie, de delta UI. Et donc, logiquement, vous voyez, c'est d'une banalité navrante. La léthargie totale obtenue à la fin du ralentissement, en partant de 0, c'est tout simplement la somme de mes petits gains de léthargie qui vont s'ajouter les uns aux autres jusqu'à arriver à mes 14,5. D'accord? Alors là, ça devient très intéressant parce que je veux dire que la somme de tous ces petits gains de léthargie vaut 4,5, 14,5 parce que je veux aller de 2 MeV à 1 électronvolt et que mon E0 vaut 2 MeV. Et je vois que quelque chose intervient ici, c'est ce nombre de chocs moyens. Autrement dit, si je veux calculer la moyenne de mon gain de léthargie, que j'impose à 14,5, en fait, ce que ça va me fixer, c'est la valeur moyenne du nombre de chocs que je cherche. Par cet intermédiaire-là, la somme pour I variant de 1 à n moyen que je cherche, ok, multiplié par, la somme jusqu'à ce nombre que je cherche de tous les gains de léthargie, et je prends la moyenne complète de la somme, qui est aussi égale à la somme des moyennes. Donc, en fait, j'y suis presque. Vous voyez que cette quantité-là, qui est une fonction évidente de n bar que je cherche, je connais sa valeur. Ce qui serait très bien, et ce qu'on va intuiter d'abord pour s'en convaincre et qu'on va calculer, vérifier ensuite, c'est que ce gain de léthargie moyen, là, c'est plus juste un delta UI particulier, c'est la moyenne de ce gain, la moyenne de toutes ces augmentations de léthargie, soit une constante, soit indépendante de I. D'accord? Donc, hypothèse, delta UI, c'est ce qu'on appelle le gain moyen de léthargie par choc. C'est une constante, et comme toute bonne constante qui se respecte, on lui donne un symbole, une lettre grecque, qui est la lettre xi, comme ça. Partant d'une énergie, donc ici d'une léthargie initiale, U init, d'accord? Donc j'ai un choc à ce niveau-là. Je me baladais tranquillement avec une léthargie constante, comme ici, ok? Donc là, j'avais U init qui était égal à U2. Et puis, d'un seul coup, boum, il y a un choc. Qu'est-ce qui va se passer? Ma léthargie va augmenter. Elle va augmenter et varier de U init à quelle valeur possible? Je peux garder la même léthargie, ça c'est le cas d'un choc à peu près inefficace, et je peux aller jusqu'à un maximum, ici, qui m'amènerait à une léthargie U init plus un gain maximal de léthargie, correspondant à une perte maximale d'énergie. Okay. Alors, quel est ce gain maximal de léthargie? C'est le log de l'énergie initiale avant le choc sur l'énergie après le choc la plus petite possible. C'est celle multipliée par alpha. Okay. Là, je raisonne dans un cas général. Donc, le gain maximal de léthargie par choc, c'est le log de 1 sur alpha. Et lui, on le note epsilon. Pourquoi? Bon, pourquoi pas. C'est le gain maximal de léthargie par choc. Donc, de la même façon que l'énergie peut passer de E init à alpha E init, la léthargie peut passer de U init à U init plus epsilon. Okay. Donc, je peux faire ça, ou je peux faire ça, mais je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Hein. Ça supposerait de faire passer l'énergie sous alpha E init. Okay. Et maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est la moyenne de mon gain de léthargie. C'est-à-dire qu'imaginez, il faut toujours en choisir un, c'est plus facile pour raisonner, imaginez qu'ensuite, ma léthargie, elle arrive effectivement ici, à cette nouvelle valeur U, après le choc. Le gain de léthargie du choc, c'est U moins U init, on est d'accord. Et moi, je cherche sa valeur moyenne. Donc, quelle va être sa valeur moyenne? Je vais me remettre ici, ça sera plus clair. Je calcule une moyenne. Hein. Donc, je fais la somme sur toutes les valeurs possibles que peut prendre mon terme, de ce terme, fois la probabilité, partant de U init, d'arriver jusqu'en U à DU près.
D'accord? Ça, c'est ma proba, ça, c'est la valeur dont je cherche la moyenne, et ça, c'est ma somme pondérée sur les probas. La variable étant U, vous voyez que U peut varier de U init à U max, U init plus epsilon. D'accord? Donc, ma borne supérieure ici, c'est ça. C'est celle-là, en rouge. Et donc, voilà ma plage d'intégration. C'est les seules valeurs de léthargie que je peux espérer atteindre à l'issue d'un seul choc. Alors, il me reste à exprimer ça, et ça, vous avez l'habitude. On pourrait l'exprimer en fonction de θ, de psi. Ici, on va l'exprimer en fonction de E. C'est-à-dire que cette probabilité, c'est aussi la probabilité partant de E init d'aller jusqu'en E, E plus DE, dans cet intervalle. Attention, petite remarque encore. Là, j'ai supposé une variation dans mon sens d'intégration, hein, un DU qui est positif, c'est-à-dire ma léthargie augmente. Quand ma léthargie augmente, mon énergie diminue. Donc, il y a juste un signe ici qui se balade. Si on ne le met pas, on va se tromper d'un signe moins, parce qu'en dérivant l'énergie fonction de la léthargie, il y a du moins qui apparaît. Hein. OK ? Donc, c'était comme pour E et θ, bah, entre E, U et E, il y a des sens de variation qui sont opposés. Ça vient directement de ma loi sur l'énergie. Donc, ça me donne que PU init de U, c'est... Alors, cette densité de probabilité, je la connais très bien. C'est E0, ici, ce n'est pas E0, c'est E init qu'elle s'appelle, fois 1 moins alpha, multiplié par, et il me reste moins la dérivée de E par rapport à U. Alors, je connais l'expression de U en fonction de E, je connais aussi l'expression de E en fonction de U. Hein. Donc, je vous écris directement la dérivée de E par rapport à U qui est E init fois exponentielle moins U. Et ça, je vous rappelle que c'est égal à moins la dérivée de E par rapport à U. Pourquoi? Parce que l'énergie, est-ce que je l'écris comme ça? Oui, bah oui. L'énergie, c'est tout simplement... pardon. Je ne vais pas mettre comme ça. C'est pas E init ici, c'est E0, excusez-moi. Puisque ma définition de la léthargie me donne que E, c'est E0 fois exponentielle moins U. Je vous rappelle, U, c'est log de E0 sur E. Voilà. Donc ici, c'est mon énergie de référence, la plus grande, celle qui reste toujours à 2 MeV, c'est E0. Donc, bah, j'ai tout ce qu'il faut pour intégrer. Hein. Et après intégration, sachant qu'ici, c'est E0, je trouve... pas après intégration, mais je trouve pour cette densité de probabilité ici, exponentielle de moins, alors je vais essayer de factoriser ça un peu pour faire apparaître mon delta U. Donc exponentielle de moins mon delta U sur 1 moins alpha. J'ai simplement changé de variable et je suis passé de l'énergie à la léthargie pour caractériser la façon dont je vais peupler ici les différentes valeurs de léthargie. OK ? Du coup, mon intégrale, que je réécris en bleu comme au-dessus, eh ben, elle devient, en mettant ce 1 moins alpha en facteur, parce que c'est une constante, et en posant ça égal à x, petit x, j'intègre entre 0 et epsilon pour petit x, et finalement, ce qu'il y a dans mon intégrale, c'est delta u, bah, c'est petit x, hein, je l'ai appelé petit x, delta u, fois exponentielle de moins x, dx. Voilà. Et ça, après intégration, ça vous donne 1 plus, alors j'espère que c'est que de la constante, parce que c'était notre hypothèse, et ben ouais. Le gain moyen de léthargie, qu'on note petit xi, c'est une constante qui ne dépend que de alpha. Alors, dans notre cas à nous, pour l'hydrogène, il y a juste assez la place, pour l'hydrogène, alpha est égal à 0, xi, c'est-à-dire l'expression au-dessus, est égal à 1. C'est-à-dire qu'on a un gain moyen de léthargie égal à l'unité. Nombre moyen de choc pour l'hydrogène, permettant de passer de 2 MeV à 1 électronvolt,
en moyenne, pour l'hydrogène dont le gain moyen de léthargie vaut 1, c'est tout simplement 14,5, c'est-à-dire 15, puisque j'arrondis au nombre de chocs immédiatement supérieur pour être sûr de passer sous l'électronvolt. OK. Dans le cas général, le gain total de léthargie, donc, qui vaut toujours, donc, je vais l'écrire comme ça, UN moyen, c'est-à-dire le gain total de léthargie quand je passe de 2 MeV à 1 électronvolt, qui vaut toujours log de 2 10 puissance 6, donc qui vaut toujours 14,5, est égal dans le cas général au nombre moyen de chocs que je cherche fois le gain moyen de léthargie par choc. Okay, donc, cette formule est très simple. Le gain total de léthargie pour passer de l'énergie initiale à l'énergie d'arrivée, de la léthargie nulle à la léthargie max, est égal au nombre moyen de chocs fois le gain moyen de léthargie par choc. J'aurais pu tout de suite l'écrire. Ce que je ne savais pas, par contre, avant, c'est que ce gain moyen de léthargie par choc était une constante. Ce n'était pas si évident que ça. En fait, on l'a bien démontré, on l'a bien compris. Et ça permet, dans des cas où, autres que l'hydrogène, de comparer ce nombre de chocs obtenus pour l'hydrogène à un autre modérateur. Alors, à quoi on pourrait penser? Par exemple, tiens, prenons du carbone. Donc du graphite, un modérateur à base de graphite. On le suppose pur en carbone 12, donc A égale 12. Okay, juste pour voir à quel point ce nombre de masse qui commence à être élevé va être défavorable au ralentissement et va nécessiter un grand nombre de chocs. Ici, on a une approche qui est uniquement centrée sur l'efficacité mécanique du choc et pas sa probabilité. On supposera que de toute façon, ces n bar chocs nécessaires se feront. Dans ce cas-là, vous pouvez faire l'application numérique pour vérifier, mais alpha, sauf erreur de ma part, il vaut à peu près 0,72. Alors que, rappel, pour l'hydrogène, il vaut 0. D'accord? Donc, c'est bien largement supérieur au alpha de l'hydrogène qui vaut 0. Et fort de cet alpha, vous pouvez calculer le gain moyen de léthargie pour le graphite qui vaut, vous remplacez alpha par 0,72 et vous trouvez à peu près 0,16. Ce qui est bien inférieur au gain moyen de léthargie apporté par l'hydrogène qui vaut 1 et au passage, c'est le plus grand celui-là. On ne peut pas faire plus que l'hydrogène qui a l'efficacité maximale pour la perte d'énergie. Okay, donc, avec cette valeur de xi, gain moyen de léthargie, combien est-ce que j'obtiens pour le nombre moyen de chocs? Regardez, ma formule générale, elle est ici. Okay, je prends mon gain total de léthargie sur le domaine que je veux parcourir en un certain nombre de chocs, et je divise par xi qui ne vaut pas 1 ici, contrairement à l'hydrogène, mais qui vaut 0,16. Et ça me fait un nombre de chocs forcément bien plus élevé que pour des chocs sur l'hydrogène. Grosso modo, ça me fait du... hop, attendez. Doc. Ah dis donc, qu'est-ce qu'elle a ma calculatrice là? C'est par 0,16. Ça me fait beaucoup plus que 15. Ça me fait 91. D'accord? 91 chocs. C'est un résultat intéressant dans la mesure où ça permet de visualiser un petit peu les différences d'efficacité entre deux modérateurs. La faible perte d'énergie sur le carbone explique que le nombre de chocs nécessaires pour partir de la même énergie et arriver au même électronvolt soit plus grand. Alors, ce n'est pas beaucoup plus grand, c'est-à-dire que le graphite, c'est quand même un bon modérateur. Et c'est le premier qui a été utilisé dans le premier réacteur nucléaire, d'ailleurs. Mais vous voyez que c'est difficile de faire mieux que l'hydrogène. Petite remarque, là, quand j'écris pour l'hydrogène, le cas qu'on essayait de résoudre, que finalement, mon n moyen, donc retour sur l'hydrogène, mon n moyen, c'est bien le log de 2 MeV sur 1 électronvolt, puisque xi est égal à 1.
Donc finalement, je n'ai pas En sur E0, et en particulier En moyen, qui est égal à ça. Hein. Si vous prenez l'exponentielle des deux termes, vous trouvez qu'en fait, c'est pas 2 au dénominateur, c'est E qui vaut à peu près 2,7. Okay, donc, au lieu d'avoir le 2 comme on l'avait supposé en se disant ouais, peut-être que les énergies sont décorrélées, ce qui est faux, bah, c'est faux, elles sont corrélées de la même façon que 2 n'est pas égal à 2,7. Vous voyez, ça peut nous donner, amusez-vous à le faire si vous voulez, une estimation de la covariance et donc du degré de corrélation entre les différentes énergies au cours d'un choc. Et donc entre leurs rapports. Autre remarque, ça c'était une première remarque pour se convaincre hein, de la nécessité de la léthargie pour venir à bout de cette corrélation et pouvoir quand même faire notre calcul de moyenne grâce à la propriété sympathique de la somme vis-à-vis de la moyenne. Une autre remarque, c'est le nombre moyen de choc. Là, je le calcule assez facilement, même très facilement, grâce à cette expression pour un milieu monoatomique, comme d'hab. Mais si je m'intéresse à l'eau, par exemple, attention, j'ai dit que l'oxygène était moins efficace parce que c'est 16, le nombre de masses. Bon, mais ce n'est pas la seule raison, c'est aussi parce que la réaction de diffusion sur l'oxygène est beaucoup moins probable que sur l'hydrogène. L'hydrogène, c'est 20 barnes, l'oxygène, c'est inférieur aux barnes. Okay, donc, il s'agit, quand on cherche à calculer une grandeur, de se demander, encore une fois, c'est toujours pareil, qu'est-ce qui doit être conservé dans le calcul pour que cette valeur soit bien représentative du milieu, soit la bonne. Ce qu'on va essayer d'exprimer de deux façons différentes, c'est le gain de léthargie, certes. Donc ça, c'est le gain de léthargie moyen. On sait qu'il est constant, qui est indépendant de l'énergie, de la léthargie, par choc. OK ? Et en fait, moi, je voudrais... le problème de cette grandeur, quand on est dans un milieu monoatomique, il n'y a pas de problème. Parce qu'un choc se fait forcément sur un des noyaux du milieu qui n'est que du carbone ou que de l'hydrogène. Okay ? Par contre, si j'ai un milieu polyatomique, le problème, c'est que si je travaille sur une grandeur qui est définie par choc, dans un milieu polyatomique, le choc peut se faire soit dans l'hydrogène, soit dans l'oxygène ici. Donc, la normalisation ici de mon gain, l'unité dans laquelle je l'exprime, alors la léthargie est sans dimension par choc, mais la façon que j'ai d'exprimer ma grandeur n'est pas adaptée à un milieu polyatomique. Ce qu'il me faudrait, c'est par exemple le gain moyen de léthargie par centimètre parcouru dans le milieu. Et sur ce centimètre, en moyenne, je vais rencontrer de l'hydrogène, je vais rencontrer de l'oxygène. Okay, et c'est dans le ratio de leur probabilité d'interaction, de diffusion, que ces deux-là vont intervenir. Donc finalement, la vraie grandeur d'intérêt, ça serait plutôt, et je la complète en rouge, ce produit-là, qui serait le gain de léthargie moyen, non plus par choc, mais par centimètre parcouru dans le milieu. J'ai le gain moyen de léthargie par choc dans l'eau, et j'aimerais savoir de combien il est plus petit que 1, qui est celui de l'hydrogène, parce qu'il est forcément plus petit que celui de l'hydrogène qui vaut 1. Okay, il y a de l'oxygène et c'est moins bon, c'est plus lourd. Donc, il y a ça que je cherche à calculer, et puis ça, que je sais calculer, parce que je sais calculer une section efficace macroscopique d'un milieu polyatomique. Et puis, il y a évidemment l'autre façon d'écrire, qui est isotope par isotope. Donc, celui de l'hydrogène plus celui de l'oxygène. Vous voyez, c'est le principe d'équivalence très fréquent en neutronique, où
on arrive à trouver une grandeur effective, équivalente d'un milieu dans toute sa complexité, en écrivant une grandeur de deux façons différentes. Ce qui me fait que le xi de l'eau, c'est tout simplement la somme pondérée des xi atomiques, les différents constituants, pondérés par leur section efficace de diffusion. Mais il est très délicat de directement intuiter ou de pondre ça en disant « Ah bah oui, bah je vais pondérer par les sections efficaces macroscopiques. » Vous voyez, si vous faites ça, vous avez une chance sur deux de vous planter. Parce que pourquoi prendre ça et pas… On peut imaginer tout et n'importe quoi sans justification. La vraie justification, c'est qu'on cherche une grandeur représentative et on veut finalement que, quelle que soit la façon de faire, la grandeur bien reproduite, c'est dans mon milieu, voilà, j'ai de l'eau, ben je veux que par centimètre parcouru, le gain moyen de léthargie soit vraiment ce qu'il se passe à cause de cette description équivalente où j'ai de l'hydrogène d'une part, une petite croix noire, et de l'oxygène d'autre part. Vous voyez, c'est deux modèles d'une même réalité et on veut que leurs prédictions soient les mêmes. Et c'est cette contrainte d'égalité, d'équivalence des deux modèles qui me donne accès à cette grandeur composite. Alors, valeur numérique quand même, c'est pour ça qu'on l'a fait. Pour l'oxygène, on a vu que c'était 0,16 à peu près. Ça, pour l'hydrogène, c'est 1. Et il se trouve qu'avec des valeurs de section efficaces, que je n'ai pas là, mais bon, vous pouvez les retrouver puisque c'est la dernière inconnue qui reste, mais qui sont forcément bien inférieures à celles de l'hydrogène. Bien sûr, vous avez 2 fois moins d'oxygène que d'hydrogène dans l'eau, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que c'est petit sigma S de l'oxygène qui est bien plus petit. Donc, je vais mettre moins par rapport à sigma SH. Vous trouvez à peu près 0,92. Je vous dis, il y a un bon ordre de grandeur de moins pour cette section efficace macro que celle-là. Par centimètre, vous avez 10 fois moins de chances de diffuser sur l'oxygène que sur l'hydrogène, ce qui répond à la question qu'on avait eue tout à l'heure. Et donc, avec 0,92 au lieu de 1, votre N bar dans l'eau, il vaut 14,5, mon gain total de léthargie sur 0,92. Ça me fait un peu plus, ça me fait 10% de plus. Donc, au lieu d'avoir 15 chocs, j'en ai à peu près 17. C'est pas très différent. C'est pas très différent parce que l'hydrogène domine largement et en probabilité et en efficacité. Ça va? Alors, deux choses pour terminer, parce que là, avec les sirènes du polygone, j'ai bien compris qu'il était midi, ne vous inquiétez pas. Première chose, pour terminer ce chapitre 5, il y a un truc qui est assez intéressant, toujours sur cette grandeur qu'on appelle aussi donc ce xi sigma S, c'est-à-dire le gain moyen de léthargie par centimètre d'un milieu. Bah ça, c'est quand même une grandeur qui est intéressante parce que vous voyez que même pour un milieu polyatomique, ça fait sens, ça définit l'efficacité d'une certaine longueur qu'ont des neutrons rapides à traverser dans un milieu aussi complexe soit-il. Juste pour comparaison, tiens, on va comparer la valeur du xi sigma S de l'eau. Donc, dans de l'eau, vous voyez, ce truc, grosso modo, il vaut à peu près 1,2 par centimètre. Alors, vous énervez pas, tout va bien. J'ai une valeur supérieure à 1, mais ce n'est pas xi. Xi, c'est le xi de l'hydrogène, c'est 1, c'est le plus grand. Xi de l'eau, c'est 0,92, sauf qu'ici, je le multiplie quand même par une section efficace macroscopique, qui est de l'ordre d'ailleurs du centimètre moins 1. Donc, je peux avoir une valeur supérieure à 1 par centimètre, même si on a l'habitude de l'appeler probabilité par unité de longueur. Là, déjà, ce n'est pas une probabilité, c'est un gain moyen. Et ça peut être supérieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, typiquement, les parcours, les libres parcours moyens sont inférieurs au centimètre. Et que ma probabilité, si je voulais quelque chose d'inférieur à 1, il faut que je la calcule sur une plus petite distance.
Mais ce n'est pas ça que je voulais vous dire. C'est si vous prenez la même grandeur qu'on appelle aussi slowing down power, donc le pouvoir de ralentissement. Ce n'est pas forcément très important, juste à connaître. C'est un terme que vous pouvez rencontrer. Et je trouve qu'il est assez explicite parce qu'il précise bien en quoi ces deux caractéristiques déterminent les deux facettes essentielles du ralentissement sur lesquelles j'insiste depuis tout à l'heure. Il y a d'une part l'efficacité mécanique, c'est-à-dire est-ce que vous allez essayer de diffuser sur quelque chose de très lourd et donc finalement rebondir élastiquement sans perdre quasiment pas d'énergie, ou au contraire, vous allez heurter quelque chose qui a la même masse que vous et à ce moment-là, vous allez pouvoir rester sur place. Donc l'efficacité mécanique du choc. Ou du choc moyen si vous traitez un milieu polyatomique, comme on vient de le faire en intégrant et l'oxygène et l'hydrogène. Donc ça, c'est l'efficacité mécanique du choc et ça, c'est sa probabilité. Ce sont deux choses différentes, on est bien d'accord. Et si vous prenez ce slowing down power et que vous regardez combien il vaut dans l'eau lourde, qui est un autre modérateur, souvent qualifié de bien meilleur que l'eau légère parce que très peu absorbant. Alors ça, c'est autre chose encore. Si vous rajoutez un spécifique à ce slowing down power, vous avez Xi sigma S sur la section efficace d'absorption. Et effectivement, si vous rajoutez le spécifique, c'est-à-dire que vous divisez par l'absorption, alors vous avez quelque chose pour l'eau lourde qui est bien supérieur à l'eau légère. Parce que l'eau lourde absorbe très, 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 très peu. Mais entre nous, du point de vue du ralentissement, ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce que la perte d'énergie est grande et est-ce qu'elle est probable? Est-ce qu'elle se fait sur une petite distance? Donc, oublions simplement, même si ça a son importance dans des applications pratiques, cet aspect comparaison à l'absorption, pour nous concentrer uniquement sur la diffusion élastique. La valeur, elle est d'à peu près 0,2 cm-1. Donc, finalement, du seul point de vue de la perte d'énergie, et non pas de rapport qualité-prix en quelque sorte, c'est-à-dire rapport perte d'énergie sur absorption, parasite, du seul point de vue de la perte d'énergie, l'eau lourde, permettez-moi l'expression, ne fait pas le poids par rapport à l'eau légère. Elle n'est pas aussi efficace. Et la raison, elle est duale, c'est que par rapport à l'eau légère, l'efficacité a un facteur grosso modo 2 et la probabilité est divisée par un facteur de 3 environ. On retrouve bien un facteur 6 entre les deux grandeurs, les deux pouvoirs de ralentissement. Voyez, donc vous voyez que pour ces deux raisons à peu près de la même façon l'une que l'autre, l'eau légère est beaucoup plus efficace que l'eau lourde. L'efficacité mécanique du choc, elle est 2 fois moindre. Ça, c'est normal, à peu près 2 fois moindre, parce que le deutérium est 2 fois plus lourd, donc moins efficace. Et la section efficace de diffusion sur le deutérium, elle n'est pas de 20 barnes. À densité atomique identique, votre petite section efficace microscopique, elle est largement 3 fois plus faible pour le deutérium. OK? Ce qui fait que vous prenez un REP, faire une petite expérience de pensée, mais qui se vérifie très bien par le calcul. Vous prenez un REP et vous remplacez toute l'eau légère par de l'eau lourde, votre spectre qui ressort de cette opération est beaucoup plus dur. Si vous voulez une petite analogie très simple, fermez les yeux, essayez de vous imaginer ça. Moi, c'est facile, j'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse. Vous êtes à la fête foraine, à Alducas, et vous faites des autotamponneuses. Et vous êtes sur la piste avec un certain nombre d'autotamponneuses, disons, elles sont assez nombreuses, les autres, et elles ont la même masse que vous. Alors vous êtes le neutron, et puis les autres autotamponneuses, c'est les protons, les hydrogènes de l'eau légère. D'accord ? Et donc, vous subissez un certain nombre de chocs qui sont assez efficaces parce que les autres voitures sont nombreuses et aussi légères que vous. Imaginez que d'un seul coup, euh, 2 voitures sur 3 disparaissent. D'accord ? Donc, finalement, vous avez une probabilité qui prend un facteur 3 de subir un choc. 2 voitures sur 3 disparaissent, ça fait beaucoup de place.
et que les seules qui restent soient 2 fois plus lourdes, bah, vous allez subir 3 fois moins de chocs, donc ça va beaucoup mieux rouler, vous allez pas ralentir. Et si par malheur vous subissez un choc sur un truc 2 fois plus lourd que vous, donc vous rebondissez pas mal et vous ralentissez pas beaucoup.